Bon, honnêtement, on a eu quand même une course qui était loin d'être chiante, et même si on retire les 2-3 derniers tours complètement dingues, on a eu une course dans l'ensemble qui était plutôt sympa, franchement, où on avait du mal à s'endormir. Et pourtant, la stratégie, c'était pas tout à fait ça. Bref, salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020, avec une belle histoire quand même, quelques petits coups de gueule, un petit top, un petit flop, ce genre de choses, vous allez voir, c'est sympa. Première réaction, mesdames et messieurs, on va commencer par la fin. Évidemment, c'est quand même plus sympa de commencer par la fin, hein. Quand tu prends un livre, tu commences par la fin. Les crevaisons avec les pneus Pirelli. Alors oui, ça faisait un petit peu air de Silverstone 2013, quoique pas tout à fait. Il faut savoir, en 2013, Pirelli utilisait des carcasses en métal, si je dis pas de bêtises, et donc là, on a eu des explosions de pneus, pas des crevaisons, des explosions de pneus. Là, les carcasses sont en Kevlar, en carbone Kevlar, donc un peu plus résistant quand même. Mais depuis le temps qu'on essaie de faire 2 arrêts au stand aux pilotes et aux écuries, on n'y arrive toujours pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les crevaisons, il y a eu 3 grosses crevaisons, on va dire, surtout. Donc, c'est-à-dire les 2 Mercedes et la McLaren de Carlos Sainz. Les Mercedes, c'est pas tant une surprise parce que c'est des voitures qui embarquent énormément d'appui aérodynamique, donc le pneu est encore plus contraint. Et alors, sur ce circuit en particulier de Silverstone, où il y a énormément de virages rapides, qu'on passe à 2,60, 2,80 comme Cobbs par exemple, Stowe, les Magots, Beckett, Chapel, Abbey et compagnie, et ben forcément le pneu est énormément contraint. Et donc les voir crever, c'est pas spécialement une énorme surprise, surtout qu'ils avaient 40 tours dans les pneus. Et ça, eh bien, faut remercier monsieur Daniil Kvyat qui lui s'est sorti. Alors là aussi, je pense personnellement, j'ai pas vu de news là-dessus et je pense qu'on saura pas pourquoi Kvyat a crevé. Je suspecte soit une crevaison, soit la jambe qui a cassé, tout simplement. Pauvre Daniil s'est pris un mur. Alors bon. Je reparlerai pas de la sécurité à Silverstone parce que 2 voitures qui tapent, ça se passe dans le rail ou pas loin du rail et non pas dans les pneus. Alex Albon en FP2, Daniil Kvyat effectivement en course. Là, on n'est pas passé loin de prendre un rail et là, il aurait pu se faire un peu plus mal. Donc, il y a quand même une petite sécurité à revoir. Mais bon, du coup, Daniil Kvyat se crash. Ça engage une safety car au tour numéro 12. Tout le monde pite, tout le monde met les hards. Et là, on se dit, ça me paraît quand même un peu long ou un peu loin quand même pour finir la course de se mettre sur les hards. Alors, je sais bien que les hards, généralement, ça peut, voilà. Mais ça me paraissait quand même un peu fort, quoi. Voilà. Donc, moi, je m'étais dit, personnellement, il y aura peut-être un deuxième arrêt, une deuxième salve d'arrêt, qui sera le premier à piter, à mettre les softs et à aller au bout et à revenir, etc. Bon, finalement, ça s'est terminé sur des crevaisons, ce qui est un petit peu dommage. Alors oui, malheureusement, aujourd'hui, la F1 fonctionne de cette manière que, effectivement, ça vaut plus le coup de faire un seul arrêt et de rouler doucement que d'en faire 2 et rouler à pleine balle, puisque, encore une fois, vous avez toute la mécanique derrière qui est extrêmement complexe, où vous avez le droit à que certains éléments, un certain nombre d'éléments, par saison, ce qui fait que, vaut mieux prendre soin de sa mécanique plutôt que d'attaquer comme un bourrin, ce qui est un petit peu dommage. Donc, du coup, on n'est pas comme en Formule 2. En Formule 2, ce qui est sympa, c'est que le format où tu as un arrêt au stand, la feature race, est suffisamment courte, entre guillemets, pour jouer justement avec un arrêt. En F1, on a une course qui est suffisamment longue pour caser 2 arrêts. Sauf que c'est compliqué, encore une fois, de les faire arrêter 2 fois ces bougres de pilotes. Il y en a un qui a tenté, il s'appelle Alex Albon et on va revenir dessus. Pour finir sur cette réaction sur les pneus Pirelli, effectivement, Kvyat qui se met dans le mur, qui sort la safety car, la deuxième safety car, ça fait que tout le monde rentre au stand, tout le monde met les hards et donc tout le monde se retrouve sur la même stratégie. Et donc, si on a envie de dépasser, faut le faire sur la piste. Donc, quelque part, on a eu du spectacle sur la piste et non pas grâce aux stratégies, ce qui finalement était pas plus mal, vous allez voir. Deuxième réaction de ce 5 Fast. Le crash entre Alexander Albon et Kevin Magnussen. Oui, faut qu'on en parle. J'ai l'impression que je parle tout le temps d'Alex Albon et pas en bien. Le pauvre, il traverse une période. Ça doit être vraiment pas facile. Ça doit être l'horreur dans sa tête là. Bon. Le crash. On est donc à la fin du tour 1. Magnussen sort de la chicane, ça doit être quoi? C'est Club, je crois. La dernière chicane, finalement. Monte un petit peu sur la saucisse rouge qu'il y a dans l'entame du dernier virage, ce qui déséquilibre sa voiture, ce qui le projette à l'extérieur de la piste, et ce qui fait effectivement qu'au final, il a du mal à remettre la puissance, la pédale de gaz le pied à fond sur le gaz, quoi, si tu préfères. Et donc, il est un petit peu à l'arrache, machin, etc. Et on sait, ça se voit qu'il allait pas forcément prendre le point de corde. Alex Albon se dit, let's go, il voit bien qu'il s'est loupé, il a une meilleure voiture, il a une meilleure accélération, donc il se dit,
je serai suffisamment à sa hauteur pour qu'il il laisse la place et que je m'impose, entre guillemets, que ma voiture fasse que je m'impose face à lui et que je puisse passer. Grosso modo, je pense que c'était ça l'idée d'Albon, ce qui est tout à fait louable, entre guillemets. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça puisque Albon n'est finalement pas assez rapide, entre guillemets. Il se retrouve dans l'angle mort total de Kevin Magnussen, ce qui fait que Magnussen ne le voit pas. Albon se rend compte trop tard, effectivement, que ça ne passera pas, met le pied sur le frein quand même, ou relâche bien comme il faut, et on l'entend, et ça, le premier qui me dit non, il a pas relâché, il aurait dû relâcher. Oui, c'est ce qu'il a fait, il a relâché. Trop tard, certes, mais il a relâché. Parce qu'il a vu qu'il allait au casse-pipe et qu'il allait monter sur la grosse saucisse rouge, et alors là, effectivement, c'était les deux voitures out. Bon, malheureusement, il sort Magnussen, un petit peu, il rend à Magnussen ce que Hamilton lui a donné par 2 fois, si tu vois ce que je veux dire, voilà. Il prend 5 secondes de pénalité. Classique quasiment, c'est du 50-50, c'est une incompréhension entre pilotes. Magnussen le voit pas, Albon se rend compte trop tard que ça va pas le faire. Petit bémol quand même, on est sur la fin du premier tour. Alors oui, il y a l'adrénaline, oui, il y a l'envie de remonter, etc. T'es derrière une As, t'as une Red Bull, t'es dans une phase un peu compliquée dans ta vie professionnelle, on va dire. T'as envie de dépasser. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment d'intelligence de course pour se dire je vais le dépasser au 3e virage, à l'entame du 3e virage, grosse zone de frein, je fais les freins, on n'en parle plus, bisous. Bon. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous laisse juge sur la manœuvre d'Alex Albon là-dessus. Pour moi, c'est encore une fois du 50-50. Les 5 secondes sont payées. Merci, bisous, au revoir. Derrière, Alex Albon quand même rentre au 7e tour, si je dis pas de bêtises, après la première safety car. Rentre au 7e tour, met des hards, assez surprenant, donc on savait qu'il allait pas forcément aller au bout, et finalement au 30e tour sur les 52, il repasse en médium pour la fin de course et s'offre une belle remontada, une stratégie à 2 arrêts. Ça avait l'air de peut-être un petit peu mieux fonctionner, surtout qu'il y avait eu contact avec Magnussen, peut-être que la direction n'était pas au top, enfin voilà, il peut se passer énormément de choses, mais en tout cas la stratégie à 2 arrêts a quand même fonctionné. On a eu de beaux dépassements d'Alex Albon sur la fin de course, il faut le noter quand même. Et justement, on passe à la 3e réaction, les dépassements en milieu de peloton, puisque c'est pas devant qui se seront beaucoup battus. D'ailleurs, on les aura pas vus pendant une demi-heure pendant la course, les Mercedes, ça c'est cool. La bataille dans le midfield, c'est pour ça que j'aime Silverstone, c'est pour ça que j'aime ce circuit et ses courses, c'est que effectivement on a de la belle bataille à chaque fois et ça me fait kiffer. Honnêtement, le circuit, le tracé est fait de manière à ce que déjà la piste est suffisamment large, ça c'est une première chose, avec les bagnoles qui sont des camions maintenant, compliqué. Mais surtout, vous avez plusieurs trajectoires possibles dans plusieurs virages et effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gros freinages, mais juste d'avoir des bons enchaînements et des bonnes manières de réaccélérer, etc. qui fait que vous pouvez dépasser des concurrents par l'extérieur, que ce soit dans le field, que ce soit dans Stowe, que ce soit dans... Où est-ce qu'on peut dépasser à l'extérieur, dans le 4e virage, je dirais. Ouais, ça c'est peut-être possible si tu emmènes suffisamment de vitesse. Bref, dans l'ensemble, chapeau bas à monsieur Lando Norris qui passe Daniel Ricciardo par l'extérieur dans Brooklands, là par l'extérieur dans le long droit avant la ligne de départ, l'ancienne ligne de départ arrivée. C'est assez simple, il est à l'extérieur, il arrive à emmener un petit peu plus de vitesse et donc juste ce surplus de vitesse fait que la voiture est légèrement plus appuyée du fait de l'aérodynamique et donc vu qu'il est un peu plus appuyé, il a un peu plus d'adhérence et il peut remettre plutôt le pied sur l'accélérateur et faire confiance à sa voiture pour dire allez hop, on peut débraquer, prendre encore un peu plus de vitesse et donc dépasser Daniel Ricciardo qui lui du coup est à la corde, est un peu plus lent, fait un peu moins fonctionner l'aérodynamique, a un peu moins d'appui et donc le pneu est un peu moins grippé là-dessus et un peu plus de mal à remettre le pied sur le gaz et à sortir de ce long droite. Et donc effectivement, Norris qui passe à Ricciardo, ça c'était de toute beauté, on adore. La belle bataille entre Lance Stroll et, j'allais dire Romain Grosjean, pas du tout, ça c'était pas la même chose. Entre Lance Stroll et Esteban Ocon, belle bataille, un peu rugueuse quand même, mais les deux se connaissent très bien, sont très potes. Avantage au pilote français, il s'est fait plaisir à Esteban, ça fait plaisir de le voir remonter comme ça, faire quelques belles places, etc. Même si malheureusement il finit derrière Daniel Ricciardo, mais ça c'est une autre histoire. Et puis surtout,
Mais Pierre Gasly, comment il régale? Il régale, le gars. Il régale. C'est le gars sûr. C'est le gars sûr. La construction du dépassement sur Sébastien Vettel est à montrer dans toutes les écoles de pilotage. Vraiment, c'est beau. Ça tente des endroits. Ça joue à l'intox pour Pierre Gasly sur Sébastien Vettel. Et puis finalement, il arrive à le dépasser. Alors oui, Sébastien Vettel a une charrette. Ça, on va en reparler en fin de vidéo, évidemment. Mais en tout cas, la construction était très belle. Et puis accessoirement, Gasly était hyper heureux à l'arrivée du Grand Prix, ce que l'on peut comprendre parce que faire une P7 avec une Alpha Tauri et faire les beaux dépassements qu'il a fait, chapeau, franchement, au top. Je finis rapidement sur justement les dépassements et les batailles en milieu de peloton pour Lance Stroll et Romain Grosjean qui ont fait des défenses qui n'étaient pas spécialement des défenses, puisque effectivement, il faut savoir que Grosjean ou Lance Stroll en fait décalent leur voiture une fois que l'attaquant a décalé sa voiture. Et si vous voulez, même s'il n'y a pas de règles, on est hors de la zone de freinage, donc il n'y a pas de règles sur la ligne droite. C'est un peu dangereux, c'est pas très c'est pas très sportsmanship, j'allais dire, parce que c'est pas comme ça généralement qu'on est censé défendre. Alors je dis bien censé, après voilà, tout peut se faire en sport auto évidemment. Mais par deux fois, on voit Grosjean regarder dans le rétro, et dès que Ricciardo, qui a une voiture jaune quand même, donc ça se voit quand même dans le rétro, même s'il vibre beaucoup, Ricciardo qui se décale, Grosjean qui se redécale pour lui bloquer la route. Et le problème, c'est que le différentiel de vitesse est tel que, effectivement, ça peut faire une grosse collision et ça peut très très mal se terminer. Ce qui n'était pas le cas dans les années, par exemple 2000, où finalement les voitures avaient à peu près, quand elles arrivaient à l'aspi, il n'y avait pas le DRS, et donc si ça se décalait en même temps, ce que faisait très bien Schumacher ou d'autres d'ailleurs, si ça se décalait en même temps, on mettait un coup de frein, on repartait de l'autre côté. Enfin, il y avait quelque chose à faire. Là, le différentiel de vitesse est tel que ça devient dangereux de faire ce genre de manœuvre. Lance Stroll a fait la même chose sur d'ailleurs Esteban Ocon, et Grosjean qui justifie en disant je vois rien dans les rétros, etc. Bah ouais, mais on voit que tu te décales, que tu regardes le rétro, et dès que tu vois un truc jaune, tu te décales. Donc non, en fait. À ce moment-là, il faut savoir que c'est au défenseur de défendre sa ligne. Soit tu choisis de rester à l'extérieur et tu te fais passer à l'intérieur, soit tu décides de défendre l'intérieur, et donc du coup c'est plus dur pour l'attaquant d'essayer de te passer à l'extérieur. Généralement, c'est comme ça que ça se fait, en tout cas dans le sport auto moderne, c'est comme ça que ça se fait. Bon, je pense que vaut mieux que ça se règle entre pilotes. Sainz et Ricciardo étaient absolument pas contents des manœuvres de Grosjean, que c'était vraiment limite. Ce que je comprends, parce que effectivement, encore une fois, le différentiel de vitesse est tel que c'est compliqué. Après, à la défense de Grosjean, c'est aussi compliqué dans une voiture où le rétro il fait ça, de comprendre le différentiel de vitesse avec la voiture qui t'arrive derrière, qui est dans l'aspiration et qui se décale au dernier moment. Encore une fois, quand t'es défenseur, choisis ta ligne. Voilà. Pick a line. Voilà. Tu choisis ta ligne. Si tu défends pas à l'intérieur, tant pis pour toi. Voilà. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, c'est la belle histoire de ce week-end de Grand Prix. Nico Hülkenberg qui revient aux affaires après seulement une absence de 3 Grands Prix finalement, donc ça va, finalement c'est pas trop mal. Nico Hülkenberg qui finalement était le choix obvious pour remplacer Sergio Pérez qui a été déclaré positif au Covid-19. On espère qu'il va bien se rétablir et qu'il va revenir vite, le Sergiolito. Il faut savoir que sur la liste des remplaçants, des potentiels remplaçants, on avait notamment des pilotes du giron Mercedes, à savoir Stoffel Van Dorn ou Esteban Gutiérrez. Problème, Van Dorn est en Formule E, Gutiérrez doit réactiver sa super licence et faire donc 300 km au volant d'une Formule 1 pour pouvoir avoir sa super licence. Et finalement, Nico Hülkenberg était le choix le plus logique, puisque il a de l'expérience, il connaît l'équipe, il a sa super licence puisque lui il a couru quand même l'année dernière, donc voilà. Il fait la même taille que Lance Stroll. Donc on peut lui prêter une combinaison, ça c'est pas trop un problème si tu vois ce que je veux dire. Donc finalement il était assez familier avec l'équipe, etc. Donc c'était le meilleur choix possible pour Racing Point de remplacer Sergio Pérez. Il a été dans le coup vraiment rapidement pour quelqu'un qui a pas roulé et qui a pas fait d'entraînement, qui s'est juste maintenu en forme comme on se maintient en forme, tu vois, mais qui s'est pas maintenu en forme en mode pilote de Formule 1. Je trouve qu'il a été vraiment très vite dans le coup, ça c'était vraiment très cool. Un peu de déception en qualif, je m'attendais à ce qu'il passe quand même un petit peu en Q3, surtout avec des pneus soft. Est-ce que les Racing Point ont eu un peu plus de mal à faire fonctionner leur voiture sur ce circuit? Peut-être. Est-ce que c'est du fait de l'absence de Sergio Pérez qui généralement lead peut-être un peu l'écurie sur les réglages et les petites choses à revoir et qui fait qu'ils ont une bonne voiture? Je sais pas. Mais voilà, les Racing Point ont été un petit peu décevantes et malheureusement Hülkenberg ne prend pas le départ. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu le voir prendre le départ et voir ce qui va aller au volant de cette voiture, parce que oui, ça a été la grande question de savoir si Hülkenberg était surcoté, s'il n'était pas surcoté. Vidéo ici, évidemment.
il faut savoir que en fait c'est relou qu'il ait pas pris le départ parce que on n'a qu'une seule Racing Point sur la piste et Lance Stroll est passé de la 6e à la 9e place si je dis pas de bêtises. Et est-ce que c'est une contre-perf des Racing Point? Et j'aurais bien voulu avoir une deuxième voiture pour, à titre de comparaison, et savoir si vraiment les Racing Point ce week-end étaient vraiment de ça. Faudra attendre le week-end prochain, avec peut-être le retour de Sergio Perez ou peut-être la continuation de Nico Hülkenberg. Mais en tout cas, effectivement, les Racing Point ont l'air d'avoir été un petit peu moins rapides sur Silverstone que sur les précédents Grands Prix. Est-ce que c'est aussi du fait que les autres voitures et les autres équipes ont amené des améliorations? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon allez, 5e et dernière réaction, on va parler du cheval cabré, qui est pas super cabré pour Sebastian Vettel. C'est la voiture de Sebastian Vettel. Autant Charles Leclerc arrive à faire des prouesses exceptionnelles avec cette charrette, autant Sebastian Vettel c'est très très compliqué, et ça s'est vu dans tous les on-board pendant tout le week-end. La voiture elle est dégueulasse. On va pas se le cacher, elle est immonde. Elle est mais n'importe qui se respecte ne voudrait pas conduire cette caisse. Elle est immonde. Elle est immonde. Il bloque les roues tout le temps. Il y a du sous-virage tout le temps. Parfois, il y a un sur-virage qui arrive, on ne sait pas pourquoi. C'est l'horreur. Il se fait dépasser par des AlphaTauri, finit P10. Enfin, bref. Pour un quadruple champion du monde, c'est horrible. C'est absolument horrible. C'est immonde. Donc, c'est vraiment dommage de voir un Vettel qui doit en avoir marre, qui doit plus en pouvoir, etc. C'est vraiment dommage. Et Charles Leclerc arrive quand même à faire des prouesses, mais il se fait larguer par la Red Bull de Verstappen d'une puissance, mais c'est d'une violence indécente. Mais c'est indécente. Je suis pas supporter Ferrari, je suis pas tifosi. J'aime bien Ferrari, mais sans plus. Mais là, non, ça fait mal au cœur. 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 Bon alors, petite info, il semblerait que Vettel est signé chez Aston Martin pour 2021. Je vous le dis comme ça. Il semblerait. Le problème, c'est que comme Sergio Lito, il a eu le Covid, ça devait être annoncé là dans pas longtemps. Et vu qu'il y a eu le Covid, on s'est dit, bon, pas cool quand même, hein. Le gars, il vient d'avoir le Covid, bisous, bye bye. Donc, ça devrait arriver d'ici quelques jours, semaines, je pense. J'espère. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner toutes vos réactions dans les commentaires, évidemment. Et puis on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau Fast 5. Cette fois-ci, le Fast 5 du 70e Grand Prix anniversaire, je sais pas quoi, machin truc, qui se déroulera toujours à Silverstone. Mais ça, on s'en fout. De toute façon, on va se faire kiffer. Et puis, on a encore pas mal de beaux Grands Prix qui vont arriver, j'espère. Ciao, ciao.